Pendant environ 2 siècles, la Royal Navy britannique a dominé les océans du monde, un facteur majeur dans l'expansion de l'Empire britannique à travers la majeure partie de la planète. Après près d'un siècle de déclin, la puissance navale britannique renaît, portée par la nouvelle frégate anti-sous-marine type 26. La Royal Navy n'en profitera pas seule. La Norvège a rejoint le Canada et l'Australie en commandant la type 26. C'est la dernière étape d'une collaboration militaire croissante entre le Royaume-Uni et ses voisins scandinaves, et un véritable coup de pouce pour l'industrie navale britannique. Cela pourrait également être une décision décisive dans les efforts de l'OTAN pour contrôler et dissuader la Russie dans la région arctique, de plus en plus disputée. Voyons ce qui se passe et pourquoi c'est important. De la fin du XVIIe siècle à la Première Guerre mondiale, Britannia dominait les mers. La Royal Navy n'a perdu sa suprématie navale au profit des États-Unis qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. En 1892, le Royaume-Uni représentait plus de 80% de la construction navale mondiale, et dans les années 1950, il construisait encore environ un quart des navires. Le déclin s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale avec la production de masse et les techniques de soudage développées aux États-Unis. Ces évolutions ont rendu obsolètes les petits chantiers navals et la main-d'œuvre ancienne du Royaume-Uni, qui, d'ici 2025, ne représentait plus que moins de 1% de la production mondiale navale. Aujourd'hui, le géant endormi se réveille, surtout dans le domaine de la construction navale militaire. La frégate de type 26 du Royaume-Uni, en particulier, semble pouvoir fournir l'élan nécessaire pour remettre la construction navale britannique au sommet, en tant que l'une des principales puissances navales mondiales. Ce navire de nouvelle génération devient l'atout majeur de l'OTAN pour défendre l'Arctique contre la Russie, en tant que chasseur de sous-marins high-tech. En août 2025, la Norvège annonce l'achat d'au moins 5 frégates de type 26 au Royaume-Uni, devenant ainsi le 4e membre de l'OTAN à les déployer, après le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Le Royaume-Uni négocie aussi d'importants contrats navals avec le Danemark et la Suède, 2 membres de l'OTAN. Ces contrats concerneraient plutôt le projet type 31, Arrowhead CN-40, un navire polyvalent du Royaume-Uni, et non le type 26. L'exploitation du type 26 offrira aux 3 nations un soutien, une formation et une interopérabilité commun. La lutte anti-sous-marine dans l'Atlantique Nord et le Grand Nord est avant tout un travail d'équipe. Le partage des données, capteurs, composants navals et expertise la renforcera considérablement. Le Royaume-Uni et l'Australie, exploitant chacun une version du type 26, renforceront aussi la collaboration au sein d'Australia, United Kingdom, United States, dans la région Indo-Pacifique. L'accord norvégien, évalué à 135 milliards de dollars, constitue le programme d'armement le plus cher de l'histoire du pays. Chaque navire est estimé à 159 milliards de dollars. L'ampleur de l'accord suggère que des éléments supplémentaires importants comme la formation, le soutien continu et possiblement des armes sont inclus. Il y a également une nouvelle installation de quai couvert qui serait construite à Harstad, dans le nord de la Norvège. Entretenir les navires en partenariat avec BAE Systems, le principal fabricant. Ces extensions d'accords s'inscriraient dans le partenariat défensif croissant entre le Royaume-Uni et la Norvège. Les gouvernements norvégiens et britanniques finaliseront bientôt un accord contraignant préparé depuis février 2025, établissant un cadre de partenariat stratégique global. Après signature de l'accord, les 2 parties négocieront avec BAE le calendrier de livraison finale. Ces modalités de livraison devraient s'inscrire dans une série d'accords industriels entre les secteurs de défense des 2 pays, principalement axés sur le domaine maritime et la lutte contre la flotte du nord de la Russie. Le Royaume-Uni compte déjà parmi les principaux partenaires militaires de la Norvège, avec les États-Unis, la Suède, la Finlande et l'Allemagne. En décembre 2024, les premiers ministres Johan Gahr Støre, Norvège, et Sakir Starmer, Royaume-Uni, ont signé une déclaration pour un partenariat stratégique en sécurité. La déclaration a affirmé la volonté des 2 pays d'intensifier leur coopération au sein de l'OTAN et de la force expéditionnaire conjointe du Royaume-Uni. Inclut aussi les autres États nordiques, baltes et les Pays-Bas. L'accent a été mis sur le flanc nord, la lutte contre les menaces hybrides et la protection des infrastructures sous-marines en mer du Nord. Avant, la coopération militaire entre la Norvège et le Royaume-Uni portait surtout sur des exercices réguliers en Norvège, impliquant la force commando du Royaume-Uni, dont les Royal Marines, la Royal Navy et la Royal Air Force. Les 2 nations travaillent également ensemble pour contrer les sous-marins russes grâce à des patrouilles d'avions P-8. La Norvège envoie aussi ses frégates, avec les groupes aéronavals britanniques, dans l'Indo-Pacifique, entraînés pour des opérations sur le flanc nord. Ce contrat d'acquisition de type 26 donne une nouvelle dimension à la collaboration entre les 2 nations.
Le choix rapide du Royaume-Uni par la Norvège comme partenaire d'acquisition, face à la France, l'Allemagne et les États-Unis, montre aussi la volonté de la Norvège de moderniser entièrement ses forces armées dans la décennie à venir. Cela montre surtout que la Norvège s'est passée des paroles aux actes. Début 2025. Les membres de l'OTAN ont décidé de porter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. La plupart dépensent actuellement autour du chiffre précédemment convenu de 2% du produit intérieur brut, voire moins. Trouver les fonds pour augmenter les dépenses de défense impliquera probablement une combinaison de mesures d'austérité strictes, s'endetter plus ou imprimer de la monnaie, ce qui pourrait aggraver l'inflation. Aucune de ces mesures ne séduira sans doute des populations déjà proches de records de mécontentement envers leur gouvernement, selon les derniers sondages. La Norvège, l'un des rares pays occidentaux à avoir créé un fonds souverain, avec ses revenus pétroliers, n'est heureusement pas dans cette situation. La Norvège peut financer une forte hausse des dépenses de défense grâce à ses économies nationales. La taille de ses réserves a sans doute compté en Norvège. En optant pour le type 26 plutôt que pour la frégate française de défense et d'intervention, ou frégate de défense et d'intervention l'autre navire qu'elle envisageait. La type 26 est un choix plus adapté et plus efficace pour le rôle de chasseur de sous-marins high-tech, comme nous le verrons un peu plus tard. Cependant, elle coûte bien plus que la frégate de défense et d'intervention. Un client moins aisé aurait pu devoir choisir l'option la moins chère. Pour la Norvège, l'ajout de 5 types 26 ou plus fait partie d'un vaste effort de modernisation en cours. Le plan vise à remplacer toute la flotte par 28 nouveaux navires d'une même conception de coque et à acquérir 2 sous-marins U-212 CD allemands supplémentaires pour remplacer la flotte ULA vieillissante. Le plan date d'avant l'engagement de la Norvège auprès de l'OTAN d'augmenter ses dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut en 10 ans. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large de dissuasion contre la Russie. Cela comprend le doublement des dépenses de défense d'ici 2025 et la refonte totale des forces armées d'ici 2036. L'achat des types 26 signale également un élargissement des priorités pour la marine royale norvégienne, ou marine royale norvégienne en abrégé. Les forces navales norvégiennes trouvent leur origine dans la Leidang, instaurée par le roi Håkon le Bon en 955, bien que des variantes aient existé pendant des centaines d'années avant cela. La marine royale norvégienne moderne et indépendante a été fondée plus de 850 ans plus tard, le 12 avril 1814 par le prince Christian Frédéric de Norvège. À partir des vestiges de la marine dano-norvégienne, le Danemark et la Norvège avaient partagé un état commun de 1509 à 1814 et donc une marine commune. En 1814, lors de la séparation, la marine royale dano-norvégienne était affaiblie et la Norvège en reçut une petite part. Seulement 39 officiers, 16 briques, 46 chaloupes canonnières et 51 barges armées. Une toute autre histoire. Aujourd'hui, la Norvège dispose d'une force navale réduite mais puissante, adaptée aux eaux étroites et agitées qui l'entourent. La marine royale norvégienne est organisée en flotte, en garde côtière et en base principale. Cela inclut Håkonsvern à Bergen, principale base de la marine, et Ramsund à Gjelsund, dédiée aux opérations spéciales, et aux Marines. Trondenusfjord dans la commune de Harstut. Le commandement des Rangers côtiers, et la base navale de Swordland, abritant l'escadron nord de la garde côtière, et des bases d'entraînement. Le littoral accidenté et montagneux de la Norvège s'étend sur plus de 63 000 miles, en incluant tous les fjords et les îles, ce qui en fait le deuxième plus long du monde après le Canada. La Norvège a opté pour une marine de petits navires agiles plutôt que de grands bâtiments pour sa défense. Les plus grands navires de combat de sa flotte sont les 5 frégates Fridtjof Nansen, entrées en service entre 2006 et 2011. Ces frégates polyvalentes embarquent des hélicoptères NH-90, des torpilles anti-sous-marines et des missiles norvégiens et américains. C'est l'élément central de la défense navale norvégienne. Mais les armes les plus puissantes de l'arsenal norvégien sont sa flotte de petits navires rapides et mortels, appelés vedettes lance-missiles ou vedettes lance-missiles. La colonne vertébrale de cette puissance de frappe aujourd'hui est constituée des 6 vedettes lance-missiles de la classe Skjold, successeur moderne des anciennes classes Storm, Snug et Hawk. Pesant 274 tonnes, elles emportent 8 missiles anti-navires et un canon OTO Melara de 76 mm. Leur forme furtive et leur coque en composite leur permettent d'atteindre plus de 60 nœuds, faisant d'elles parmi les navires de combat les plus rapides du monde. Opérant en petite meute, elles utilisent les fjords norvégiens pour se dissimuler au radar, frappant leurs cibles avec des missiles avant de disparaître à nouveau sous couverture. La marine royale norvégienne dispose de 5 navires de déminage, dont le navire amiral Nordkapp 531, un ancien patrouilleur des gardes-côtes modifié et intégré dans la marine à la fin de l'année 2022.
Les patrouilleurs de classe Nordcap, dont l'A531 est issu, étaient les plus grands et puissants navires des gardes-côtes norvégiens, jusqu'en 2023, pesant 3300 tonnes, 2 fois plus grands que les frégates Oslo. Ils embarquent un hélicoptère Lynx, mais ont moins d'armes et capteurs. Malgré le renforcement de leur coque pour la glace, la marine royale norvégienne a lancé en 2023 la modernisation de ses navires, vers la classe Jan Mayen, n'étant pas satisfaite. Les nouveaux navires sont nettement plus grands, déplaçant un peu moins de 10 000 tonnes, avec une longueur totale d'environ 466 pieds. Ils transportent 2 hélicoptères, comme la classe Nordcap qu'ils remplacent. Ils sont équipés d'un canon principal de 57 mm, mais peuvent être modifiés pour transporter une gamme beaucoup plus large d'armes et de munitions en peu de temps, si nécessaire. La Norvège a également annoncé son intention de moderniser ses navires de commando côtier Rangers vers une nouvelle classe. Le nouveau navire pourra rester en mer une semaine, accueillir 6 membres d'équipage et un peloton de Rangers côtiers, avec leur équipement. Ou alternativement, un drone pesant jusqu'à 150 kg. La marine royale néerlandaise développe aussi une nouvelle capacité de lutte contre les mines Maillan, avec des systèmes autonomes et 2 navires-mers. Désormais, la Norvège annonce l'achat d'au moins 5 nouvelles frégates britanniques, type 26, dépassant tous ses efforts. Cet investissement de 135 milliards de dollars est le plus important militaire jamais réalisé par la Norvège. Pour le Royaume-Uni, cet accord est un immense succès. C'est de loin le plus grand projet d'exportation de navires de guerre britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale. Mieux encore, les retombées dépasseront largement BAE, dont le carnet de commandes est plein pour 10 ans. La commande norvégienne de 5 navires porte le total des commandes à 34. 8 pour la Royal Navy 6 pour l'Australie jusqu'à 15 pour le Canada au moins, 5 pour la Norvège. Chaque navire prendra environ 5 ans à construire, et BAE prévoit qu'à partir du 5e, il en livrera un par an. Au-delà de BAE, la production impliquera également une chaîne d'approvisionnement industriel d'environ 400 entreprises réparties à travers le Royaume-Uni. Donc, ces commandes ne servent pas seulement à renforcer la sécurité de la Norvège ou de l'OTAN en général, mais elles contribuent aussi largement à restaurer la fierté de l'industrie navale britannique. Elles créent des emplois, augmentent les bénéfices de centaines de petites et moyennes entreprises britanniques et atténuent la pression économique qui s'est intensifiée sur le gouvernement ces derniers temps. Le seul véritable problème auquel le Royaume-Uni est confronté, c'est de réussir à livrer tous les types 26 qui ont été commandés. BAE construit les 5 premiers types 26, commandés par la Royal Navy. La production se fait surtout dans les chantiers navals BAE de la Clyde, près de Glasgow, où seront aussi construites les commandes norvégiennes. Le premier de ces navires n'est attendu qu'en 2028. Le problème, c'est que la Norvège a précisé qu'elle devait recevoir son premier navire la même année. Au moins un navire en construction pour la Royal Navy sera attribué à la Royal Navy of the Netherlands, probablement le Her Majesty's Ship Belfast, numéro 3, ou le Her Majesty's Ship Birmingham, numéro 4, selon Navy Lookout. Le principal obstacle est l'aménagement à Scotstoun, où peu de personnes détiennent les compétences pour intégrer armes, capteurs et systèmes de combat. Ils estiment que Camel Laird à Birkenhead, Ferguson Marine à Port Glasgow et ANP à Tyne profiteront probablement le plus de nouveaux sous-contrats. Ces entreprises devraient produire des blocs de navires supplémentaires aux installations BAE de Govan. BAE a déjà beaucoup investi pour améliorer ses installations, mais il n'est pas sûr que la production puisse être accélérée davantage. Pour le Royaume-Uni, la Royal Navy a urgemment besoin de nouvelles frégates, et tout retard dans le remplacement des types 23 par les types 26 sera controversé. La situation n'est pas un jeu à somme nulle. Les types 26 norvégiennes auront des missions similaires à celles de la Royal Navy. Traquer les sous-marins russes dans le Grand Nord. Le bénéfice stratégique et économique d'échanger la place de livraison avec la Norvège pour un type 26 dépasse largement la perte à court terme pour le Royaume-Uni. Espérons qu'avec la montée en production de BAE et les économies d'échelle, ces problèmes de livraison seront résolus selon un calendrier ambitieux. De tels goulets d'étranglement seront inévitables s'ils ne sont pas résolus. La Norvège prévoit la livraison de tous ses navires d'ici 2035 comme la Royal Navy. Le Canada attend ses premières livraisons début 2030, l'Australie en 2032. Les navires australiens Hunter et canadiens River sont beaucoup modifiés par rapport à ceux du Royaume-Uni et de Norvège, mais gardent environ 70% de similarité. Le Type 26 standard est un navire de 6900 tonnes long, de 492 pieds, conçu pour des opérations polyvalentes, mais spécialisé dans la chasse aux sous-marins.
Son armement principal comprend 24 cellules Mark 41, pouvant lancer des missiles de défense aérienne et des Tomahawk. L'ensemble anti-sous-marin de la frégate inclut le sonar remorqué TALS S2, 1087, Combined Active Passive Towed Array Sonar 4, avec une portée de 93 miles associée au sonar Ultra Electronics Type 2150. Chaque navire est également conçu pour opérer un hélicoptère anti-sous-marin. La classe River intègre de nombreux changements pour améliorer la défense aérienne du navire et ses capacités de combat globales. L'intégration du système de gestion de combat AEGIS américain, du radar Army-Navy ALISH-4S-PB-7, du matériel de capacité d'engagement coopératif et des lanceurs verticaux. Mark 41 permet une liaison fluide avec la marine américaine et le North American Aerospace Defense Command. Le missile CAMC Scepter britannique a été remplacé par le RIM 116 Rolling Airframe pour la défense ponctuelle. Les frégates australiennes. Hunter remplace le radar Artisan Type 997 de la Royal Navy par le CFAR-2 conçu en Australie. Il intègre aussi le système de combat AEGIS et l'interface tactique CEAB Australie. Il intègre également l'hélicoptère de combat naval MH-60R de Lockheed Martin et des systèmes de communication spécifiques à l'Australie. Cependant, les navires des classes Hunter et Raver partagent toujours la même architecture informatique. La disposition du pont d'envol, la baie de mission, le système contrôle de la ventilation et de la climatisation, la propulsion, la production d'énergie, les boîtes de vitesse, les systèmes de direction et les hélices, avec la variante standard du type 26. Il va sans dire que le Canada et l'Australie n'ont pas modifié les caractéristiques de furtivité anti-sous-marine du type 26, inspiré des techniques de sous-marins nucléaires. Doté d'une détection acoustique avancée et d'une faible signature sonore, le navire est conçu pour détecter en premier et garder l'avantage sous-marin. La coque a été conçue pour limiter l'écoulement, le bruit et l'interaction avec la surface. Il glisse silencieusement, réduisant beaucoup sa signature acoustique. Chaque cadre transversal du navire est unique pour obtenir cette coque optimisée. Chaque équipement, susceptible de générer du bruit, comme les moteurs, les pompes, les moteurs électriques et les ventilateurs, a été soit conçu pour produire un faible niveau sonore, soit isolé acoustiquement. Presque chaque tuyau et chaque chemin de câble est fixé au navire avec des amortisseurs en caoutchouc pour empêcher les vibrations de se transmettre à la coque et dans l'eau. Le système anti-incendie a aussi été conçu pour rester silencieux. Le navire possède de grands réservoirs pressurisés de mousse aqueuse formant un film, évitant l'usage de pompes plus bruyantes. Une petite équipe de veille au centre de contrôle peut ainsi rapidement envoyer de la mousse à distance sur un incendie. Installer un réseau de canalisation sur tout le navire. Ajouter ces caractéristiques furtives à ses armes avancées, et à son interopérabilité avec les systèmes actuels et futurs de l'OTAN. Il est donc évident que le type 26 est aujourd'hui le principal navire anti-sous-marin russe. La flotte du Nord russe n'est certainement pas ravie de ces évolutions dans son arrière-cour arctique. Espérons juste que BAE les livre à temps et que la Grande-Bretagne domine à nouveau les mers. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester informé des derniers développements dans le monde naval et des évolutions militaires dans le monde en général. Et merci, comme toujours, de regarder.